J'invite M. Mohamed Sédic, secrétaire confédéral chargé de l'industrie. Alors, monsieur, c'est camarade. Hein. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Je suis évidemment très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Et par un vent qui souffle très fort, il faudrait une petite assistance, s'il vous plaît. Merci. On va essayer d'y arriver. À deux, je pense qu'on va y arriver. Hein. Alors, chers camarades, permettez-moi d'abord d'excuser notre camarade Thierry Lepan, le secrétaire général de la CGT. À 3, c'est sûr, on va y arriver. Qui n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui. Il m'a chargé de vous transmettre ses fraternelles salutations et son soutien à vos luttes qui sont celles de tous les salariés du pays et bien au-delà. Permettez-moi aussi de saluer tous nos amis ici présents, et je sais qu'ils ont commencé des initiatives depuis maintenant quelques jours. Et je voudrais les saluer parce que nous savons faire la différence entre nos vrais amis, ceux qui sont là à nos côtés dans les luttes, et ceux qui, une fois le vote passé, nous tournent le dos et vont embrasser les thèses patronales et libérales. C'est ce renoncement coupable qui est à l'origine des désespérances. C'est ce renoncement coupable qui ouvre le champ aux reculs sociaux. C'est ce renoncement coupable qui ouvre des boulevards aux idées extrémistes et fascistes que nous combattons. Nos combats d'ici comme d'ailleurs, et avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, feront reculer cette lâcheté coupable. Sous les coups de boutoir du patronat et au nom de la crise dont ils ne sont pourtant en rien responsables, les travailleurs, partout en Europe, devraient sans rechigner voir laminer leurs droits sociaux et plus largement un ensemble de règles qui ont parfois été conquises de haute lutte. Dans toute l'Europe, une vaste campagne de culpabilisation se développe aujourd'hui. Les salariés s'entendent dire qu'ils coûtent trop cher, alors que l'analyse objective de cette crise démontre ô combien qu'elle trouve son origine dans un mode de développement qui privilégie le capital au détriment du travail. En Grèce, le SMIC a été divisé par 2. En Espagne, 1 jeune sur 2 est au chômage et les jeunes immigrent massivement. En Allemagne, malgré un excédent de 80 milliards, c'est le fameux modèle allemand qu'on nous cite si souvent, les pauvres représentent 8 millions de personnes. De l'Angleterre au Portugal, de l'Espagne à la Grèce, la crise privée provoquée par la spéculation bancaire, les dérives financières et supportée par le peuple provoque des dégâts sociaux irréversibles. La montée du fascisme suit la montée du chômage. Mais de cela, le capitalisme s'en accommode. Notre initiative d'aujourd'hui doit aussi faire écho à ces peuples et ces travailleurs européens qui se mobilisent pour leurs emplois et leurs acquis sociaux. Rendons-leur hommage à travers vos luttes, car les mêmes causes sont à l'origine des mêmes maux que nous connaissons, et donc les mêmes remèdes à ces maux. Oui, c'est le même combat qui nous unit. La bataille de l'emploi fait partie de ce combat. Après 1 an de gouvernement de gauche, puisque c'est un gouvernement de gauche, je vous le rappelle, quel est le bilan? 1000 chômeurs de plus par jour, un bilan catastrophique avec plus de 5 millions de chômeurs, des destructions massives d'emplois, une industrie qui tombe en lambeaux. La production industrielle n'a pas retrouvé son niveau de 2008. L'industrie ne représente plus que 3 millions de salariés et 10% du PIB, alors que les objectifs de l'Union européenne sont à 23% du PIB pour chaque pays. C'est vous dire si on en est loin. Les emplois aidés et la blague des emplois non pourvus qui sont sortis de la conférence sociale ne peuvent cacher les 170 milliards d'exonérations sociales et fiscales qui profitent au patronat sans contrepartie. Cela ne peut non plus cacher le cadeau fiscal de 20 milliards accordé aux entreprises dans le pacte dit de compétitivité. Selon les instituts patronaux,
Ce crédit d'impôt profite d'abord aux entreprises de services qui n'exportent pas et aux grands groupes. Cherchez l'erreur. Ces 20 milliards ont été accordés en pleine négociation dite de sécurisation de l'emploi. Autrement dit, le signal du gouvernement a été clair pour le patronat. Il leur a dit « Votre principale revendication est satisfaite. Oui, vous avez raison, le travail est un coût et il faut le baisser. » Les accords de chantage à l'emploi sont inscrits désormais dans la loi, tout comme la mobilité forcée, l'impossibilité de contester le motif économique du licenciement et la remise en cause des clauses individuelles du contrat de travail. Avec cette loi et cette ANI, vos luttes auraient été sans doute impossibles. Le MEDEF en rêvait, le gouvernement l'a exaucé. Oui, la CGT sait faire la distinction dans l'attitude des partis politiques. Il y a ceux qui font preuve de compréhension, voire de soutien à nos combats syndicaux, et ceux qui les ignorent ou sont responsables de nos colères. Mais il y a aussi ceux qui tiennent leurs engagements et ceux qui sont frappés d'amnésie. Je cite, « Je suis venu pour chercher des solutions, non pas pour fermer l'entreprise, non pas pour améliorer le plan social. Je suis venu pour discuter avec les représentants des salariés pour qu'on puisse faire pression sur Unilever et favoriser le maintien d'un site industriel, d'une marque reconnue, d'un savoir-faire qui seront utiles non seulement à Marseille, mais à Gémenos, mais utiles à ce qu'est un patrimoine industriel et une fabrication de qualité dans notre pays. » C'est en ces termes que s'exprimait alors le candidat à la primaire socialiste, François Hollande. Nous lui disons aujourd'hui, Monsieur le Président, il est temps de respecter la parole donnée. Vous en avez les moyens et nous avons le projet industriel. En prenant cette décision, vous allez donner un signal clair que c'est avec les salariés et les populations que vous allez gagner la bataille de l'emploi et non en poursuivant la politique de subvention et d'aide massive aux entreprises. Aujourd'hui, nous fêtons ces 1000 jours de lutte qui vous honorent et vous grandissent. Mais est-il normal qu'il faille lutter plus de 1000 jours pour être écouté, pour que les solutions qui pérennisent un site industriel assurent l'avenir de centaines d'emplois, recréent de l'activité dans les territoires, favorisent la protection de l'environnement, soient enfin aidés par ceux qui sont garants de l'intérêt public et général, c'est-à-dire les pouvoirs publics? Est-il normal que ce soit aux salariés de Continental Nutrition, présents ici avec nous et que je salue, de lutter 450 jours durant pour avoir le droit de faire vivre une activité utile à tout un territoire? Est-il logique de fermer un site produisant des pneus pour aller importer ces mêmes produits et qu'il faille là encore que les salariés se mobilisent pendant des mois et des années pour être entendus? Oui, les Fralib, les Continental Nutrition, les Goodyear, les Michelin, les Kemoine, les PSA, Sanofi, SNET, Lyondell, Petroplus, Rio Tinto, SNCM, Arcelor, Pilpa et les autres là aussi m'excuseront de ne pas tous les citer, ont raison de lutter. Pas normal qu'un gouvernement prenne la défense des possédants alors qu'il est là pour l'intérêt général de la majorité. Oui, les salariés doivent avoir les droits d'intervention sur les stratégies des entreprises, le droit de suspendre les licenciements, le droit prioritaire de reprendre le site et oui, le droit à l'appropriation sociale, publique et collective, car nous n'écartons aucune solution lorsqu'il s'agit de sauvegarder des sites et des emplois, pas même la nationalisation pure et simple. On nous explique que nationaliser est archaïque. Oui, mais alors pourquoi le président de la République en appelle au fonds d'État souverain du Qatar pour investir en France? Autrement dit, les nationalisations par le Qatar sont valables, pas celles par la puissance publique française. Il y a quelque chose d'illogique. Nous interpellons ici solennellement le président de la République
pour qu'ils prennent toutes les mesures pour sauvegarder et pérenniser ces entreprises industrielles. La CGT a remis à Arnaud Montebourg, qui a été cité précédemment, un dossier complet des projets industriels portés par les salariés et les syndicats CGT. Nous attendons des réponses concrètes, Monsieur le ministre. Mes chers camarades, la bataille de l'emploi et des salaires est fortement liée à celle des services publics et de notre protection sociale. Comme vous le savez, le 4 juillet prochain s'ouvre un dossier crucial portant sur les retraites. Quand on parle de retraite, on doit parler aussi d'emploi, de conditions de travail et du travail lui-même, de salaire. On doit parler de la répartition de la richesse créée, de la place faite aux travailleurs dans une société. Quand on parle retraite, on parle de solidarité entre les générations et de l'avenir de notre jeunesse. La possibilité de bénéficier d'une vraie retraite a été une transformation fondamentale de la vie humaine. Il a fallu près d'un siècle de bataille sociale en France pour imposer ce droit. Fini cette retraite pour les morts et pour les riches que dénonçait la CGT dans les années 20. Fini ces vieux jours qui s'identifiaient à une période de pauvreté. Fini ou presque la crainte de beaucoup de dépendre à la fin de leur vie de la solidarité familiale ou du bureau d'aide sociale. Ce progrès de civilisation ne concerne encore que 10% des travailleurs à l'échelle du monde, mais il va dans le sens du développement, dans le sens du progrès. Est-ce cela qui s'avère insupportable pour les marchés financiers et leurs bras armés, les agences de notation et certains gouvernements? Les 8 réformes, parce qu'il y en a eu 8, que nous avons eu à combattre, ont cherché à accréditer l'idée que les retraites, donc les retraités, étaient d'abord un fardeau pour la société dont il fallait réduire le coût. En 2013, c'est à nouveau un texte qui désindexe sur le prix le montant des pensions complémentaires qui a été signé par certains. Le bilan de toutes ces réformes est calamiteux. À salaire d'activité équivalent, les pensions ont baissé. La pauvreté chez les retraités, qui avait considérablement diminué jusqu'aux années 90, a commencé à remonter. Les gouvernements précédents connaissaient les conséquences prévisibles. La preuve, ils ont introduit la possibilité de cumuler emploi et retraite. Loin de sauvegarder notre système de retraite, ces réformes l'ont fragilisé au point d'ouvrir de nouveaux appétits aux banques et aux assurances. La retraite, c'est une nouvelle phase de la vie où de nouveaux projets peuvent se construire. C'est cette réalité que veulent ignorer tous ceux qui n'envisagent la retraite que comme un coût, tout comme le travail d'ailleurs. C'est en cela que le rapport Moreau, base de discussion du gouvernement, est inacceptable en plus d'être injuste et inefficace. Il n'y a aucune raison de considérer que toute augmentation de la durée de la vie doit entraîner mécaniquement une augmentation de la durée d'activité. Lorsque François Hollande, comme l'avait fait auparavant Nicolas Sarkozy, nous répète « Entre le choix de faire travailler plus longtemps et celui de diminuer les retraites, j'ai choisi la première solution », c'est faux. La question aujourd'hui n'est pas de savoir comment on va rendre acceptable un recul social programmé. Il faut remettre à plat l'ensemble du dossier, explorer les pistes qui ont été arbitrairement fermées par le patronat et les gouvernements et ouvrir les négociations qui n'ont jamais eu lieu. La CGT n'entend pas fuir les problèmes. Elle a une analyse, des revendications et une conception qui doivent être prises en compte. Nous avons pour cela plusieurs défis à relever. Le défi démographique, c'est le défi derrière lequel se cachent tous ceux qui veulent imposer des mesures régressives. Il est possible que le nombre de retraités augmente de 50% dans le prochain quart de siècle. Le nombre de retraités a déjà doublé en 25 ans. Si nous prenons en compte ces données, nous récusons le catastrophisme véhiculé régulièrement à la suite de la publication de tel ou tel rapport. La France, par son taux de natalité élevé, assure le renouvellement de sa population. La France n'est pas dans la pire des situations en Europe. À quoi sert de reculer l'âge de départ à la retraite quand un salarié sur 2 n'est plus en activité, quand il liquide sa pension? Parce que très souvent, il a été licencié avant l'heure. À quoi ça sert de reculer l'âge de départ à la retraite
ou d'allonger la durée de cotisation pour les salariés, que les entreprises veulent bien garder pendant que nos enfants se voient fermer la porte des bureaux d'embauche. La loi 2010, c'est 1 million d'emplois fermés aux jeunes. Et cela fait plusieurs années que nous travaillons main dans la main avec plusieurs organisations de jeunes, comme l'UNEF, l'UNL et la JOC. À quoi ça sert d'user davantage les salariés au travail quand 4 à 5 millions de personnes en âge de travailler sont refoulées et marginalisées? Le véritable cancer, ce ne sont pas les bénéficiaires d'allocations sociales, ce ne sont pas les retraités trop nombreux, c'est le chômage et la précarité des emplois au nom du profit. Le véritable fléau, c'est de ne faire travailler que ceux qui ont entre 30 et 50 ans en exigeant d'eux toujours plus de productivité, toujours plus de flexibilité. Les exigences de rentabilité financière qui pèsent sur le travail conduisent à une dégradation des conditions de travail. C'est le travail lui-même qui est aujourd'hui malade. Pour l'embauche avant 30 ans, ce n'est pas l'heure. Pour l'embauche après 50 ans, ce n'est plus l'heure. Chers camarades, il va falloir qu'on leur remette les pendules à l'heure. Il y a aussi le défi de l'égalité. Nous y sommes tous particulièrement sensibles. À travail équivalent, 2 salariés doivent avoir la même retraite, qu'ils soient du public ou du privé, qu'ils soient femmes ou hommes, qu'ils aient accompli leur carrière dans un grand groupe ou dans une PME. Contrairement à ce qui est martelé, même avec des modes de calcul différents, l'écart de retraite entre salariés du public et salariés du privé, à structure de qualification égale, est aujourd'hui minime, qu'on le mesure dans l'absolu ou au travers du taux de remplacement du salaire par la retraite. Par contre, on ne parle pas de la différence entre la pension moyenne des hommes et celle des femmes, qui continue à être considérable. La retraite des femmes représente en moyenne moins de 65% de celle des hommes. C'est un scandale auquel nous devons nous attaquer ensemble en exigeant maintenant des sanctions réelles à l'égard des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Je rappelle que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes apporterait à la Caisse nationale d'assurance vieillesse 4 milliards en 2014 et 20 milliards en 2020, tout en ouvrant des droits supplémentaires pour les femmes. On ne parle pas non plus assez de l'inégalité fondamentale que représente l'inégalité d'espérance de vie due aux conditions de travail. Comment peut-on admettre aujourd'hui que des ouvriers puissent voir leur perspective de retraite en bonne santé raccourcie en moyenne de 6, 7 ou 8 ans par rapport à des catégories plus favorisées? Avec la loi de 2010, le gouvernement a prétendu répondre à la question de la pénibilité. Comme chacun le sait, il n'en a rien été. Le rapport Moreau préconise, lui, une année anticipée pour 45 annuités de cotisation. Autrement dit, c'est la retraite des morts qu'on nous prépare. Pour notre part, nous évaluons entre 100 et 150 000 par an le nombre de salariés qui devraient bénéficier d'un véritable dispositif pénibilité. Nous le redisons clairement aujourd'hui. Avec la restauration du droit au départ en retraite à 60 ans, nous visons le droit au départ anticipé pour tous les métiers pénibles. Les patrons du CAC 40, ceux qui nous expliquent que l'on coûte trop cher, ont vu leur rémunération augmenter de 34% ces 5 dernières années, sans doute le prix de la reconnaissance des dividendes garantis à leurs actionnaires. C'est peut-être là la plus grande des inégalités. Le troisième défi est celui que pose la crise. Les politiques de financiarisation de l'économie ont amplifié la crise et provoqué des destructions massives d'emplois. C'est là la principale cause de l'affaiblissement économique et des pertes pour la protection sociale. Le manque à gagner brutal de grande ampleur et se prolonge sur plus d'une décennie. Pour certains, cette croissance perdue ne se rattrapera jamais, ce qui condamne la France, comme une partie des pays européens, à jouer désormais en seconde division de l'économie mondiale. Nous pensons au contraire qu'une politique économique adaptée peut nous épargner cette longue phase de purgatoire. Encore faut-il s'appuyer sur les femmes et les hommes qui produisent, sur les capacités humaines, sur leur créativité et sur la solidarité.
On doit donc exclure de faire payer aux salariés une troisième fois le coût de cette crise. Victimes des suppressions d'emplois massives, victimes de pertes importantes de pouvoir d'achat, il faudrait que les salariés payent en plus la facture sur leur droit à la retraite. Ce serait intolérable. Cette détérioration flagrante de la situation des retraites alimente le doute sur la pérennité de notre système, notamment chez les jeunes, et sert de point d'appui aux campagnes de promotion des systèmes par capitalisation au nom de la liberté individuelle. La CGT ne s'inscrit pas dans la perspective d'un abandon du régime de retraite actuel au bénéfice de mécanismes par points ou par compte notionnel, comme le voudraient certains. Faire dépendre davantage le montant de sa future retraite de sa seule capacité d'épargne ou de choix purement individuel briserait les solidarités et augmenterait les inégalités. S'agissant des besoins de financement, je voudrais juste rappeler quelques pistes qui ne sont pas exhaustives. La sortie de la politique d'exonération de cotisations patronales, qui coûte aujourd'hui plus de 30 milliards aux finances, rapporterait 10 milliards aux caisses de retraite. L'abandon d'une pure logique d'assurance qui permet aux employeurs les moins vertueux de reporter sur les autres les coûts liés à leur coût. Plus l'entreprise réduit ses effectifs et ses salaires, plus elle réduit ses contributions aux régimes sociaux. Nous proposons, nous, de les taxer lourdement. L'extension de l'assiette des cotisations pour la retraite à tous les éléments de rémunération, primes, intéressement, participation, revenus financiers, rapporterait également 10 milliards. La mise à contribution des revenus financiers des entreprises, au moins à hauteur de la cotisation des salariés. Seuls les revenus tirés des placements financiers des personnes physiques sont imposés. Il s'agirait d'instaurer un prélèvement spécifique pour les personnes morales qui perçoivent bon an mal an 250 milliards de revenus financiers. Un prélèvement voisin du niveau de la cotisation patronale retraite rapporterait là aussi chaque année 20 milliards. La bataille qui s'ouvre, bien sûr, ces mesures, il faut les associer à une véritable politique pour le plein emploi. La bataille qui s'ouvre n'est pas simplement une réforme de plus. C'est celle qui doit rappeler à ceux qui ont été élus sur un programme de gauche que leur devoir est de respecter leurs électeurs. Leur devoir est de respecter la parole donnée et de ne pas tourner le dos à leurs promesses et à leurs engagements. Nous leur disons, écoutez la rancœur de ceux qui produisent les richesses de ce pays et qui ont été brocardés et parfois humiliés ces dernières années. Ayez la force de caractère et de l'ambition pour que les choses changent réellement dans les entreprises. Revenez sur cet accord de régression sociale et cette loi, ce cadeau de 20 milliards fait au patronat sans aucune compensation, sans contrepartie. Ne soyez pas les pigeons du patronat. Camarades, plus que jamais, nous devons réfléchir comment ancrer fortement dans les luttes actuelles ce dossier des retraites qui doit permettre de mettre en avant les dossiers d'emploi que nous portons, qui doit permettre les convergences, qui doit permettre de dire haut et fort que si on veut de bonnes retraites, il faut sauvegarder l'emploi avec de bons salaires et de bonnes conditions de travail. Dossier qui, si on le prend à partir du contenu qu'on porte, doit permettre de mettre en mouvement l'ensemble des dossiers qui luttent pour leur emploi, pour leur salaire et donc pour l'intérêt général. Oui, l'emploi c'est la vie. Par vos luttes, par vos résistances, vous incarnez l'espoir d'une autre société basée sur le progrès social. Il n'y a aucune fatalité, rien n'est écrit d'avance. Cette bataille, la CGT l'engage dès cet été, en vous appelant à vous mobiliser, à aller au contact des salariés sur leur lieu de vie, de vacances, à les sensibiliser, à leur expliquer que d'autres voies sont possibles et que l'on peut gagner en se mobilisant et en agissant ensemble. Plusieurs meetings sont prévus à la rentrée pour poursuivre cette mobilisation estivale et déboucher dès la deuxième semaine de septembre sur une grande journée de grève et de manifestation qui s'annonce unitaire. Cette journée doit être un succès impératif pour lancer le processus de mobilisation
qui doit nous amener à gagner cette bataille des retraites, de l'emploi et des salaires. Alors avec vous, je dis, vive les luttes, vive Fralib et toutes celles et ceux qui luttent pour leur avenir, celui de leurs emplois, de leurs sites et de leur territoire. Vive la retraite à 60 ans, vive la CGT et soyons unis tous ensemble pour gagner.